Salut à tous, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre, 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux. Et si l'on peut légitimement dire que l'année 2024 a été une bonne année pour le cinéma en France, ah bah dites donc, un peu plus de 181 millions de spectateurs dans les salles, c'est pas mal, ça nous met parmi les meilleurs élèves au monde tout de même. En revanche, l'année 2025 a commencé un petit peu plus tristement avec la disparition de deux grands cinéastes. Tout d'abord, l'auteur de Twin Peaks, David Lynch, et en France, nous avons perdu Bertrand Blier. Alors, il se trouve que Bertrand était un ami de Pop Cinoche. J'ai eu l'occasion de l'interviewer pour mon plus grand bonheur à plusieurs reprises. C'était un grand amateur de musique, savez-vous. Et d'ailleurs, dans nos conversations, souvent, on parlait un petit peu plus de musique que de ciné. Et pour lui rendre hommage aujourd'hui, dans cette interview inédite dont vous allez voir des extraits, eh bien, justement, nous allons revisiter sa filmo à travers ses musiques de films. Et au début de notre conversation, eh bien, je lui demandais si, au tout début, dans ses premiers films, est-ce qu'il était conscient de l'apport de la musique par rapport à ses images. Non, dans mes deux premiers films, j'étais très débutant quand même, et donc j'avais pas de... Je ne maîtrisais pas le langage cinématographique, donc je ne maîtrisais pas la position de la musique. Donc je faisais appel à des gens en leur disant qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc je faisais carte blanche au compositeur. On en parlait, on travaillait un petit peu ensemble, mais je pensais pas à cette époque-là. Je pensais pas, j'essayais de faire des films, c'est tout. J'ai commencé à penser avec Les Valseuses, où là, le scénario, bien sûr, et j'ai commencé à écouter des musiques en me disant, est-ce que ça irait? Enfin, j'ai cherché la musique. Et j'ai trouvé le son que je cherchais, qui était Grappelli. Je voulais un violon, je voulais une atmosphère de thé dansant pour vieille dame, pour aller sur ces deux voyous épouvantables. C'était ça l'idée. Donc c'était idéal, Grappelli, c'était une très bonne idée. Alors ensuite, il a fallu gérer cette idée et savoir comment faire. Donc j'avais proposé à Gainsbourg de faire, une fois que le film a été terminé, j'avais eu cette idée assez intéressante de demander à Gainsbourg d'écrire et de faire jouer Grappelli, parce que Gainsbourg aurait pu faire une musique, c'était tout à fait pour lui, de vieille dame comme ça, thé dansant, avec des trucs très jazzés ou pas jazzés, enfin, comme il l'aurait voulu, mais et Grappelli aurait joué. Et ça lui a déplu profondément. Et pour des raisons dont on n'a jamais reparlé par la suite, je crois qu'il avait quand même un côté un peu bégueule, ce qui est très étonnant de sa part, oui, je crois. Comme tous les grands, comment dire, les grands libertins. Il était un peu choqué. Il était un peu choqué. Il a trouvé le film un petit peu en dessous de la ceinture. Mais ce n'était pas la même ceinture que lui. Lui, il visait la ceinture des filles. Moi, je visais la ceinture des mecs. Et alors, bon, et puis, ça l'emmerdait de travailler avec Grappelli. Et puis, je sais pas, c'est tombé mal, c'était rien, c'est pas très important, mais en tout cas, il a refusé de le faire. Après, il s'en est mordu les doigts parce que le film a marché très fort. Donc, j'ai demandé à Stéphane, j'ai dit, est-ce que vous pouvez composer la musique du film? Bien sûr, cher ami. Et on a commencé à enregistrer, on avait très peu de temps, et ça a été un bordel. Enfin, tout le film a été un bordel. Donc, le tournage, tout. Bon, donc, c'était normal que la musique, oui. D'ailleurs, je me souviens que les acteurs, Gérard Depardieu et Patrick Devers et Miu Miu, étaient très inquiets parce qu'ils venaient me voir pendant le tournage, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas mettre comme musique ?» Alors, ils avaient peur que je sois nul, quoi. Parce qu'eux, ils étaient très... c'était à l'époque, enfin, très des John Lennon, tout ça. Enfin, ils écoutaient ça dans les bagnoles. Ils étaient... Bon, normal, hein. Moi aussi, j'écoutais. Mais... Alors, je leur disais, j'ai une idée, peut-être Stéphane Grappelli. Oh là là, ils me regardaient. Ils disaient, le vieux con, il va nous filer du violon. Et jusqu'au moment où le film a été terminé, ils ont été inquiets. Puis quand ils ont vu le film, ils ont compris, quoi. C'est-à-dire que c'était quand même une musique très... c'était la musique qu'il fallait, quoi. Serge Gainsbourg qui refuse de composer la musique des valseuses. Ça, alors, avouez que c'est une information, hein. Mais comme notre ami Bertrand Blier a de la suite dans les idées, 12 ans plus tard, alors qu'il prépare un film qui va avoir un grand succès, mais ça, on ne le savait pas encore, en l'occurrence Tenue de soirée, il décide à nouveau de proposer la musique à Gainsbourg. Va-t-il refuser une deuxième fois? Tenue de soirée, j'ai tout de suite pensé à Gainsbourg, oui. Le côté voyou, tout ça, je me suis dit, c'est pour Serge. Donc je lui fais lire le scénario et il m'a dit oui tout de suite. Là, il avait plus de... Ah non, il m'a dit, je ne vais pas faire 2 fois de suite la même connerie, il m'a dit. Mais texto, il m'a dit. Ah oui. Ah oui, 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 oui.
Donc il a dit oui, puis après ça a été très 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 galère parce que c'était l'époque où Serge faisait une grande tournée, enfin il avait avec ses musiciens américains là. Et alors pour arriver, ne serait-ce que lui parler au téléphone, c'était déjà, c'était effrayant. Il est arrivé 48 heures avant l'enregistrement à Paris avec rien. Enfin, je me souviens l'avoir vu un vendredi soir. On enregistrait, on commençait le lundi. Tout était organisé. Il avait demandé les musiciens, tout. Et il avait rien. Mais il avait vu le film quand même. Hein. Il avait la cassette vidéo. Il m'a dit je vais travailler un petit peu. On a parlé. Et puis il m'a dit revenez demain. Vers 15 heures, j'aurai des choses. Je suis arrivé à 15 heures, il avait 44 thèmes. Oui. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il avait 44 thèmes, mais au lieu de les enregistrer sur son matériel extraordinaire, parce que c'était le musée du son chez lui, il avait tout. Il avait joué au piano avec un petit dictaphone grand comme ça, comme un jeu de cartes japonais qu'il avait trouvé dans sa poche, je ne sais pas où, il avait posé sur le piano. Et il avait enregistré des thèmes, il n'avait pris aucun numéro, rien. Et on ne savait pas pour quelle séquence c'était. Alors, il me disait ça, par exemple, on écoutait, il le jouait, et puis il me disait « Ah, ça, qu'est-ce que c'est ? Je me souviens plus avoir fait ça. Je me souvenais plus de ce qu'il avait enregistré la veille, il se souvenait plus, mais bon, je lui disais « Ça, c'est bien. » Mais oui, mais pour mettre où ? Ah ben, je sais pas. Alors, on était dans un bordel comme ça, extraordinaire. Et finalement, j'ai fait une liste. Alors, bon, j'ai déroché, comme on dit un peu, les musiques. J'ai fait une liste avec des numéros, puis on est allé au studio le lundi. Avec ma liste, je disais, mais Serge, on pourrait peut-être essayer de... Alors, on avait l'image, évidemment, comme on a aujourd'hui sur vidéo. On pourrait peut-être essayer la 14. Mais c'est quoi la 14 ? Alors, ben, c'est ça. Alors, j'essayais de lui chanter. Je ne savais pas le faire. Alors, bon... Et il écoutait sur le dictaphone. Il y avait tous les musiciens dans un studio hyper sophistiqué qui écoutaient un petit machin comme ça. Ah oui, alors attends, c'est un La majeur. Bon, alors ça partait. Alors on travaillait sur une musique, puis au bout d'un moment, il disait non, c'est de la merde. On la fout en l'air. Alors on en prend une autre. Alors bon, des trucs comme ça, c'était dingue, dingue, dingue. Et finalement, ça a été une façon de travailler formidable. Mais Serge était un musicien extraordinaire. Donc il avait cette possibilité de... Il pouvait inventer des thèmes au dernier moment. Il pouvait... Bon, c'était... Il y a un thème qu'il avait utilisé dans une pub. Non, il ne nous l'a pas dit, ça. Il nous l'a filé. Et ça n'avait aucune importance. Mais bon... Non, c'était un très grand compositeur. Je ne vous cache pas que j'aurais adoré être une petite souris dans le studio ce jour-là pour l'enregistrement de la musique de Tenue de soirée avec Gainsbourg et ses musiciens. Mais Bertrand Blier est là pour nous le raconter et je vous rappelle que l'interview que vous voyez est absolument inédite. Et d'ailleurs, durant cette conversation, on ne s'est pas cantonné au seul film réalisé par Bertrand Blier. Je lui ai également demandé s'il y a d'autres bandes originales de films qui l'ont, à titre personnel, particulièrement marqué. Il y a eu quelques films historiques, oui, il y en a eu 2 ou 3. Oui. Il y a eu Ascenseur pour l'échafaud, évidemment, avec le célèbre morceau de la lèvre qui s'était coincé dans l'embout. Et puis il y a eu Sait-on jamais, le film de Vadim avec le Managers Quartet, qui était un éblouissement de l'oreille, si on peut dire, à l'époque. Il y a eu le film de Vadim aussi, Les liaisons dangereuses. Enfin, il y a eu pas mal de Barney Whelan a réenregistré d'autres choses. Il y a eu peu de films qui ont utilisé le jazz vraiment bien, mais enfin, ces 2-3-là, surtout L'Ascenseur pour l'échafaud, qui est un chef-d'œuvre. Ouais. Miles Davis, au top de sa forme, qui est venu, je crois qu'ils ont fait ça en une nuit, enfin, à l'image, ce qui n'est pas difficile pour des musiciens de jazz. Mais encore faut-il qu'ils soient là, parce qu'il faut les faire venir. Ce que je trouve de plus fantastique peut-être dans l'histoire du cinéma, parce que j'ai étudié aussi pas mal les musiques des autres metteurs en scène, ce qui m'a le plus bluffé, c'est Kubrick quand même. Ce qu'il avait fait sur Orange Mécanique, l'utilisation de Beethoven, tout ça avec transposé au synthé par Walter Carlos et tout ça. Le culot qu'il faut avoir pour prendre la 9e symphonie et la faire... Bon, c'est-à-dire qu'il ne respectait rien. Et en même temps, il rendait un hommage formidable. Ou même la façon dont il utilise Ligeti et Strauss dans 2001. Bon, c'est une liberté extraordinaire. Voilà, la liberté, c'est-à-dire qu'on prend les plus grands ou des mauvais, on les mélange, et puis voilà.
Kubrick il ne s'arrêtait à rien. Il avait le fameux trio de Schubert, par exemple, dans Barry Lyndon. Il voulait ça, mais ça n'allait pas exactement à son rythme. Il a fait un réenregistré pour que ça colle. Bon, c'est quand même, il faut être gonflé quand même. Gonflé, Stanley Kubrick, oui, mais enfin, Bertrand Blier l'était lui aussi. Cela dit, beaucoup plus dans les mots et dans les thèmes que dans la musique elle-même. Musique toujours très importante au cœur des années 80, particulièrement dans le film Beau-père, où là, carrément, Patrick Devers est pianiste. Et puis, alors, dans Buffet froid, là, c'était vraiment intéressant, parce que le personnage incarné par son père, Bernard Blier, lui, était farouchement anti-musique. C'est la haine de la musique sur Buffet froid. C'est ça qui est marrant, c'est que on ne peut pas piffer. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein, ils ne peuvent pas saquer la musique. Alors, bon. Puis il y a des gens qui ne comprennent rien à la musique. Moi, j'en connais, je ne nommerai personne. Des gens très bien, et qui ont absolument... Les sons ne passent pas dans le cerveau. Ils entendent quand on leur parle, mais on leur met du Mozart, ils disent « j'entends rien », ils n'entendent rien, ils s'emmerdent. Ils ne sont pas touchés, quoi. Alors bon, c'est un mystère, mais il leur manque une connexion, à mon avis, entre l'oreille et le... Et sur Beau-père, en revanche, elle était importante, là, la musique. C'est l'histoire d'un musicien, donc d'un pianiste de jazz raté, donc forcément, on entend du piano à tous les coins de séquence. Et puis, il tombe amoureux d'une fille qui joue très bien, qui est une pianiste classique. Enfin bon, c'est une obsession. Alors là, j'ai fait appel à Philippe Sard. Et il se trouvait que c'était le frère de mon producteur, Alain, donc on était quand même un peu en famille. Et j'ai demandé à Philippe de travailler sur un côté Bud Powell. C'est-à-dire que je lui ai fait écouter beaucoup de Bud Powell, etc. Et puis, il a composé une musique de piano qui a été jouée en improvisation après par Maurice Vander. Patrick n'était pas musicien, mais il se débrouillait. Il savait tout faire d'abord, mais il se débrouillait au piano. Donc il a pu travailler. On avait un professeur japonais. Et tous les matins, il travaillait avant d'aller tourner avec la jeune fille qui jouait. Parce qu'ils avaient des quatre mains, ils jouaient du Scott Joplin, des trucs comme ça. Et alors, c'est très difficile parce que, bon, c'était pas sa formation, Patrick, et la petite jeune fille non plus. Donc, il y avait le professeur japonais à 9h tous les matins dans les couloirs du studio. On avait mis un piano, là. Et quand j'arrivais au studio, je les voyais, là. Ils jouaient tous les deux, c'était très charmant. Et c'était très dur pour Patrick parce qu'il avait des scènes, particulièrement l'ouverture du film, où il devait jouer en parlant et en playback. On a cru qu'on n'y arriverait jamais. Ils ont fini par y arriver et heureusement, ça donne une très belle séquence d'ouverture pour le film Beau-père. Nous sommes maintenant en 1983 et cela montre brillamment que Bertrand Blier a souvent été très original dans le choix de ses compositeurs. Nous avons tous été très surpris en découvrant que l'auteur-compositeur-interprète américain J.J. Cale signait la partition musicale et chantée du film La femme de mon pote. Un film qui se passait à la montagne avec Coluche et Thierry Lhermitte, on voyait vraiment pas le rapport. Eh bien, vous allez voir que lui, Bertrand Blier, l'a vu le rapport. Cela dit, à l'époque, il était même très critique sur son propre film. La musique serait mieux que le film ? Bah, c'était ce qu'il y avait de mieux dans le film, hein, la musique. Ah si, honnêtement, oui, honnêtement. Oui, je voulais J.J. Cale, quoi. Vous étiez fan de lui ? Oui, j'avais bien aimé à une certaine époque. J'avais découvert ça. Un copain m'avait fait entendre ça, plus jeune que moi, évidemment. J'avais trouvé ça intéressant. C'est-à-dire, c'est la musique symbolique. À cette époque-là, c'était le symbole musical de la route américaine. Hein. On se disait, bon, un mec qui part sur la route avec son baluchon, hop, J.J. Cale. On appuie, ça part, ça marche toujours. Donc, j'avais pensé à ça pour le film. Et j'ai essayé de contacter J.J. Cale. Alors là, on court encore pour essayer de... J'avais même contacté par des gens très importants comme Chris Blackwell, des gens comme ça qui le connaissaient bien, qui m'avaient dit « je vais l'avoir, j'ai son numéro perso ». Rien à foutre. Hein. J.J. Cale, il sort pas de son hamac. Hein. C'est un mec, il ne faut pas lui parler de boulot. Il fait un disque de temps en temps quand il a besoin de... Donc, on a renoncé et on a négocié l'achat des droits de la totalité de l'œuvre. Voilà. Ce qui a été assez facile, d'ailleurs. La maison de disques, il n'avait qu'une seule maison de disques, heureusement, je ne sais plus laquelle. Donc, on a négocié, on a payé, et puis je me suis retrouvé avec 5 ou 6 compacts.
Et je prenais ce que je voulais. Alors bon, après, je me suis régalé. Aujourd'hui, Pop Sinoche rend hommage au cinéaste Bertrand Blier que nous adorons, vous aussi j'imagine. Quoique je comprends, hein, c'est un univers à part, parfois on peut adorer ou détester, ça ne se discute pas. Mais toujours est-il que dans cette interview inédite que voilà, la dernière question que j'avais posée à Bertrand c'était est-ce que vous avez de la reconnaissance pour tous ces compositeurs et les belles musiques qu'ils ont pu faire pour votre film et vos films au sens large? Et puis vous allez voir que, alors soyez très attentifs, il a une définition, une métaphore extraordinaire pour expliquer ce qu'est pour lui la musique dans un film. C'est toujours c'est la lumière finale, hein, c'est l'habillage. C'est souvent assez miraculeux. C'est quand même, oui. Le compositeur termine le film. Alors après, il y a le mixage, évidemment, mais enfin, c'est très émouvant toujours quand on a filmé quelque chose et que tout d'un coup, on l'habille avec... C'est comme une femme à qui tout d'un coup on met une fourrure, quoi, avant de sortir. Hein, il y a un côté « n'est pas froid chéri », quoi. Hein. C'est merveilleux. Donc quand la fourrure est de bonne qualité, c'est... Bon, oui, c'est très sensuel, c'est extraordinaire, oui. Je crois que ce qui est important, c'est comme les livres. On vit avec. On a beaucoup de livres qu'on a envie de lire, puis on lit le journal. Mais on sait qu'on a les livres. Et la musique, c'est pareil. Elle est là, j'ai ce qu'il faut, je suis au courant, je suis abonné à des revues, etc. Je sais ce qui sort. Donc je fais gaffe, je suis toujours alerté. Mais j'ai pas beaucoup le temps, en fait. Il faut du temps, quand même. Il faut être chômeur pour bien écouter la musique. faut être un mec qui n'arrive pas à faire ses films. Alors là, on écoute. Ça console. Et puis là, ouais, c'est à ce moment-là que j'en ai écouté le plus, évidemment. La musique, ça habille le film, c'est un peu comme une femme à laquelle on met une fourrure, un côté n'est pas froid chéri. Non, mais ça, avouez que c'est du Bertrand Blier pur jus. Merci de cette définition et de cette métaphore extraordinaire, cher Bertrand. Vous nous manquez déjà beaucoup. Alors, il faut dire qu'en cette période post-MeToo, beaucoup des films de Bertrand Blier ne pourraient même plus être refaits aujourd'hui. Déjà, certains thèmes frôlaient les foudres de la censure, un petit peu comme certaines affiches d'ailleurs, qui parfois vont un peu trop loin et peuvent se faire taper sur les doigts. Pop Sinoche s'affiche aujourd'hui pour les provocateurs du cinéma français. Alors s'il y en a bien qui a essayé de se mettre dans tous les problèmes possibles, imaginables avec la censure, en essayant d'aller juste au-delà de la limite du raisonnable, c'est bien Jean-Pierre Mocky. C'est vrai dans les films, c'est vrai dans les thèmes, et du coup, c'est vrai aussi dans les affiches comme celle que je suis en train de déplier pour vous, les saisons du plaisir. Imaginez tout le gratin du cinéma français, les premiers, les seconds rôles qui se retrouvent dans le film pour une sorte de congrès de parfumeurs. Le dénominateur commun de tous ces personnages, c'est qu'ils sont totalement obsédés sexuels, ne pensent qu'à ça, ils sont donc une illustration des saisons du plaisir. Là aussi, c'est un film choral, il faudrait mettre tout le monde sur l'affiche, ce serait un fouillis indescriptible, donc l'affichiste a préféré renoncer à mettre les portraits des comédiens, mais il s'est dit qu'il fallait évidemment une sorte de métaphore de la sexualité de cette fameuse saison du plaisir. Alors prenons par le bas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un champignon qui s'élance autant vers le ciel avec une forme aussi phallique. Ça, c'est sur l'affiche des saisons du plaisir. Et puis, même si on aime les arbres fruitiers et les poires, rares sont celles qui ont un séant aussi prononcé. Vous m'avez compris. Eh bien, il se trouve que cette affiche très drôle, franchement, qui est une affiche d'illustration, presque, on pourrait trouver ça dans un journal satirique, eh bien, la RATP n'a pas apprécié du tout cet humour et a dit que tous les gens qui parcouraient les couloirs du métro et des bus n'avaient pas à voir quelque chose d'aussi révoltant, d'aussi scandaleux et d'aussi provocateur. Et bien voilà, du coup, l'affiche des saisons du plaisir a été interdite par la RATP. C'est arrivé de temps en temps. Et c'est arrivé à Mocky qui était évidemment ravi que ça fasse une publicité supplémentaire à son film qui a été un gros succès en salle.
Revoyez les saisons du plaisir parce que vous allez vous régaler et délectez-vous une dernière fois de cette affiche qui est franchement savoureuse, bucolique, j'oserais même écologique. Aujourd'hui, Pop Cinoche s'affichait pour notre grand Jean-Pierre Mocky. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pop Cinoche tenait vraiment fortement à rendre hommage à ce grand cinéaste et dialoguiste qu'était Bertrand Blier. J'espère que cette interview inédite vous a intéressé. Vous nous le dites d'ailleurs, hein, commentez, partagez, likez. Encore plus que d'habitude, n'hésitez pas. Et nous nous retrouvons pour d'autres aventures le mois prochain, pourvu que ce soit des aventures cinématographiques. À la prochaine. Bye.